Honorés confrères, chers collègues, distingués invités, bienvenue à ce webinaire de formation continue initié par l'ONG EasyWay. Nous vous prions de nous excuser pour ce retard avec lequel nous démarrons, qui est dû à des péripéties liées à la connexion Internet que nous avons connue ce matin sur les sites de l'université. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir comme panéliste le professeur Jean-Marie Kayembe. Le professeur Jean-Marie Kayembe n'est plus à présenter. Il est professeur des universités où il enseigne principalement les maladies des voies respiratoires, la physiologie respiratoire. C'est également un grand scientifique avec de nombreuses publications dans notre pays. Et aujourd'hui, c'est en tant que responsable de la prise en charge clinique au niveau de la cellule de riposte contre le coronavirus en RDC qui va devoir nous parler. Professeur, vous avez la parole. À l'invitation de EasyWay, je me suis dit qu'il est bon de partager les quelques bribes de connaissances que nous pensons avoir emmagasinées en ce moment, mais surtout la petite expérience parcourue à ces jours par la riposte en République démocratique du Congo. Je rappellerai de manière très rapide les bases physiopathologiques s'agissant d'une maladie infectieuse, le COVID-19, aujourd'hui on peut le dire. Ces bases physiopathologiques me permettront de circonscrire thérapeutique. Vous savez que jusqu'à l'heure actuelle, la controverse sur les médicaments utiles dans cette pathologie, la controverse est de très grande actualité. Avec l'exemple, liste d'exemples, passez-moi la tautologie de l'hydroxychloroquine qui a été plus d'une fois amenée au banc des accusés, mais molécule largement utilisée dans la plupart des pays, surtout ceux en développement, ceux de l'Afrique subsaharienne en particulier. Ensuite, nous, si le temps nous le permet, nous verrons un petit peu appliquer à notre gestion en République démocratique du Congo la situation des décès, la situation de la gestion au quotidien de cette pandémie. Voilà un petit peu autour de quoi s'articulera mon propos. Globalement, lorsqu'il y a maladie infectieuse, il faut se dire d'une part qu'il y a en face deux ennemis. Le premier étant le pathogène, donc le microbe, l'agent pathogène, qui a des propriétés, celles par exemple de virulence. Un agent pathogène très virulent peut ne pas être important en quantité, sa virulence peut lui permettre de faire se développer une pathologie. Ou alors, il peut acquérir des caractéristiques de malignité pour échapper à une arme évidente dont nous disposons, c'est l'immunité. On parle alors en ce moment-là d'immuno-évasion, comme une évasion de prisonniers à partir de leur prison. Donc, d'un côté, nous avons le pathogène. Mais de l'autre, ce pathogène, pour que la maladie s'établisse, il doit trouver un autre réceptif. Le pathogène, comme aujourd'hui, SARS-CoV-2, agent pathogène du COVID-19, pénètre essentiellement par les voies aériennes et là, s'il trouve un organisme réceptif, l'organisme réceptif est celui qui a ses capacités de défense, soit à cause de l'âge, qui est un facteur de risque connu, avec la sénescence, l'immunosénescence, donc le vieillissement du système immunitaire, morbidité,
comme le VIH-Sida, qui vers les années 2002-2003 a sévi de manière particulière en Asie extrême, donc en Chine. Et ensuite, les années 2013, oui, la mémoire, c'est le MERS, qui est aussi un virus responsable de syndrome respiratoire aigu sévère, particulièrement dans la région du Moyen-Orient. Le SARS-CoV-2 qui est là actuellement, aujourd'hui on parle éventuellement de mutation. On se demande si le germe, l'agent étiologique de la deuxième phase aujourd'hui européenne ne serait pas un mutant éventuellement un petit peu plus sévère. Mais les virologistes disent qu'il y a déjà deux types éventuellement de SARS-CoV. Un type S, qui est responsable de plus ou moins 30% d'infections dans le monde, et le type L, qui serait responsable de plus ou moins 70% d'infections dans le monde, notamment dans les Amériques et l'Europe aujourd'hui. Ce virus, comment pénètre-t-il dans l'organisme humain? On sait qu'il est surtout aéroporté sous forme de fines gouttelettes ou de postillons. Lorsqu'on est nu, le virus peut partir de l'individu malade et pénétrer par les voies aériennes supérieures chez l'individu sain. Mais le virus peut également survivre au niveau de certaines surfaces. Et là, lorsque les muqueuses entrent en contact via le truchement des mains, par exemple, une main qui a pris un petit peu de substance chargée de virus et qui passe par soit la muqueuse oculaire, la muqueuse buccale ou nasale, de cette manière-là aussi, le virus peut contaminer l'homme. On sait depuis qu'il y a aussi des fines particules qui, elles, peuvent aller à distance. Lorsqu'on regarde toutes ces voies de pénétration, on justifie les mesures barrières, notamment par le lavage régulier de mains avec de l'eau et du savon ou des solutions hydroalcooliques. Pourquoi? Je venais de parler de la contamination possible de surface. Lorsque la main baladeuse par hasard a balayé quelques germes, l'eau et le savon nous permettent de nous en débarrasser. J'ai parlé de la voie aérienne, les postillons, en chantant, en éternuant, ça pénètre directement par le nez. On comprend aisément l'importance d'abord de la distanciation. Le virus a des dimensions suffisamment grandes qu'on pensait qu'il ne restait pas longtemps jusqu'au moment de savoir. Il peut aussi, sous forme de fines particules, rester assez loin ou aller beaucoup plus loin. Mais la distanciation sociale est déjà une riposte contre le fait de ces particules aérosolisées. Lorsqu'on porte le masque, c'est aussi pour se protéger. Un masque bien porté, évidemment pas un cache-bouche et pas un cache-main, mais comme on voit la cité à l'heure actuelle, il faut bien porter le masque. Je me présente le portant correctement parce qu'il couvre la bouche et le nez. De cette façon, on évite la pénétration des particules fines qui peuvent être utilisées à distance. On sait, et on arrêtera là, l'épidémiologie globalement, que la propagation du virus est beaucoup plus facile dans les espaces fermés, lorsque vous avez un bureau qui n'est pas fermé, qui est fermé complètement. Lorsque vous n'observez pas dans une salle de classe la distanciation, le risque est grand. C'est important de garder portes et fenêtres généralement ouvertes, vivre à l'extérieur, en plus du masque et de la distanciation, c'est peut-être une des panacées qui protégerait éventuellement nos différents pays. Maintenant, dans les bases fondamentales de la pénétration du virus, on sait qu'il est porteur à sa surface d'une protéine que l'on appelle spike, la protéine S. Et cette protéine va s'amarrer à des récepteurs cellulaires qui peuvent l'accueillir. C'est ainsi que l'on parle notamment de récepteurs ACE2. Ces récepteurs ACE2 sont des récepteurs d'enzymes de conversion d'angiotensin 2. Et beaucoup de cellules dans notre organisme
arbore ou présente ce type de récepteur qui peut fixer le virus. Vous vous souvenez notamment de la glycoprotéine du VIH pour mieux comprendre ce que l'on connaît déjà, qui peut se fixer ou pénétrer dans la cellule via les récepteurs CD4, mais aussi via d'autres co-récepteurs. Je voudrais ici, de manière tout à fait simple, sans ennuyer les auditeurs, reconnaître le récepteur ACE2 exprimé dans pratiquement toutes les cellules de l'organisme, le cœur, les reins, mais il y en a beaucoup, notamment au niveau des cellules olfactives. C'est un premier récepteur. Mais il faut la conjugaison ou la facilitation d'autres récepteurs au niveau de la cellule. C'est ainsi que l'on parle notamment des récepteurs TMPRSS2, qui signifie transmembrane protéase sérique. Et ces récepteurs-là permettent le clivage du spike S en S1 et S2. En le rendant plus petit, il facilite la pénétration au niveau de la cellule. Et on a même beaucoup plus récemment mis en évidence un troisième récepteur potentiel qui est la neuropiline 1. La neuropiline 1, il y en a beaucoup au niveau des cellules olfactives éventuellement. Donc la conjugaison, la facilitation de tous ces récepteurs, comme pour le VIH, le CD4, mais la facilitation par les récepteurs de chemokine CX, C5 ou CR, C4 éventuellement, que l'on a déjà décrit. Voilà comment un petit peu est le comportement. Quand le virus pénètre dans la cellule, il faut qu'il se multiplie pour pouvoir donner plusieurs particules qui vont permettre l'infection de certains organes à distance lorsqu'ils sont transportés, soit par la voie hémolymphatique ou par la voie de propagation par le contact. Donc, on sait aujourd'hui comment il pénètre dans la cellule, mais on peut l'empêcher d'entrer. Il faut une clé pour ouvrir la porte. ACE2, TMPRSS2 sont des récepteurs qui en facilitent la pénétration. Puis on utilise des médicaments, c'est l'exemple notamment de l'hydroxychloroquine ou la chloroquine, qui peut déjà empêcher la glycosylation du récepteur ACE2 et empêcher de cette manière la pénétration du virus dans la cellule. Ce que j'ai dit là a été connu depuis longtemps, depuis les années où l'on a découvert le SARS-CoV-1, responsable de la première épidémie au comment dirais-je, en Asie, comme je l'avais dit. Donc, lorsqu'on utilise des substances qui ont des propriétés d'empêcher le virus d'entrer, ces substances-là peuvent être des candidats médicaments potentiels. Lorsqu'on utilise, vous avez vu, un récepteur de facilitation comme le TMPRSS2, on connaît des médicaments, un vieux médicament comme le bisolvon, qui est un médicament que nous, pneumologues, utilisons, il est très ancien. Et ce médicament empêche justement l'activité, il inactive le récepteur TMPRSS2. Et des études, des essais cliniques qui n'ont pas malheureusement été randomisés ont pu montrer que le bisolvon, associé notamment à l'hydroxychloroquine, qui sont des molécules pas chères du tout, peuvent avoir un effet bénéfique, mais surtout lorsqu'elles sont utilisées tôt, au moment de l'infection. Les symptômes ne sont pas encore tout à fait ceux. Évidemment, d'autres molécules, je l'ai dit, le virus pénètre, il doit se multiplier. Si l'on a des substances, comme certains antiviraux utilisés dans le VIH, le lopinavir et le ritonavir, en guise d'exemple, sont des médicaments qui bloquent les RNA polymérases qui vont permettre de faciliter la réplication ou la multiplication virale. Donc, des substances qui bloquent ce type d'enzymes peuvent avoir des propriétés antivirales globales. Il est important que nous retenions globalement les médicaments, il n'y en a pas encore consensuellement efficaces et admis, mais qui sont des candidats potentiels éventuels, sont ceux qui vont soit tuer le virus, empêcher son entrée ou empêcher sa multiplication, ou ceux qui vont tout simplement empêcher la multiplication du virus ou booster l'immunité. La particularité avec cette pathologie, c'est que c'est vrai, l'infection est là, il se transmet très rapidement
c'est parti de Yuan en Chine jusqu'aujourd'hui dans le monde entier. Mais on sait que plus de 85, même 90% dans certaines séries, des sujets qui sont infectés, ça signifie qu'ils ne présentent aucun symptôme. Remarquez alors la difficulté. C'est la raison pour laquelle aussi on interdit ou on déconseille les grands attroupements en vous disant ben, je n'ai rien, je ne sens rien, je suis bien. On ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut, le port du masque doit être une situation obligatoire, surtout lorsqu'on est en milieu public ou dans des grandes, comment dire, dans des grands groupes de prière, les pays, vous en comprenez un petit peu l'interdiction par ça. On sait aussi aujourd'hui, mieux qu'au début, au mois de décembre, etc., que cette maladie, je ne dis pas qu'elle évolue en phase successive, mais elle connaît une phase d'hyperinflammation. Cette inflammation importante, c'est la libération dans le corps des médiateurs inflammatoires de tout genre. Vous comprendrez aisément, c'est toujours, nous avions parlé des bases physiopathologiques du traitement. Lorsqu'il y a une inflammation exagérée, le moyen de le contrecarrer, c'est d'utiliser des anti-inflammatoires. C'est ici que des études, notamment Recovery, ont montré l'effet bénéfique, notamment la dexaméthasone, à faible dose d'ailleurs, pendant la phase inflammatoire liée à ce virus. Et l'inflammation, c'est aussi l'action de nombreuses cytokines, comme le TNF-alpha, l'IL-1 bêta, l'IL-6, etc. On a parlé dans le monde médical, dans le monde pharmaceutique, des molécules qui inhibaient certaines cytokines, comme l'anti-IL-6, le tocilizumab, dont les essais ont été concluants dans certains coins et pas concluants dans d'autres. C'est pour dire que jusqu'à l'heure actuelle, le consensus sur le médicament réel contre le COVID-19 n'est pas encore là. On accepte des essais cliniques aujourd'hui fondés sur les propriétés in vitro, comme celles que je venais de vous décrire, notamment pour l'hydroxychloroquine et le tolicizumab, ou la dexaméthasone, mais aussi sur l'usage compassionnel de ces médicaments. Seules les études randomisées qui prennent une drogue et qui prennent de l'autre côté un placebo qui lui ressemble tout à fait peuvent nous permettre de confirmer. Mais en situation de pandémie surprenant tout le monde, le temps d'essai randomisé ressemble à un chimère difficile à atteindre. Phase hyperinflammatoire. Nous devons à nos collègues italiens qui ont réalisé de nombreuses autopsies et cadavres. Nous sommes là au mois de février, mars 2020 et qui ont pu remarquer, lorsqu'on pensait que la maladie était exclusivement une maladie respiratoire, qui développait un syndrome de détresse respiratoire aiguë ou une pneumonie à SARS-CoV-2, ils ont remarqué qu'il y avait beaucoup de microthromboses, etc., dans beaucoup d'organes, notamment des maladies pulmonaires, cardiaques, etc. Là, c'est la phase prothrombotique liée aussi à ce virus. On a montré qu'il était capable d'exalter la coagulation. Les lésions endothéliales vasculaires qu'il peut provoquer sont à l'origine d'une inflammation excessive et d'une néoangiogénèse responsable des manifestations thrombotiques. C'est cela qui nous a fait, dans l'approche thérapeutique, nous sommes en train de voir les bases thérapeutiques. C'est cela qui nous a fait adopter l'utilisation des anticoagulants. Déjà dans des formes modérées à sévères dans notre pays, préconisons absolument, faute de pouvoir réaliser coup sur coup des enjeux scanners, on en dispose. Préconisons déjà l'utilisation des anticoagulants, notamment les héparines de bas poids moléculaires ou les nouveaux anticoagulants oraux. Mais on sait aussi, lorsque cette maladie qui peut évoluer de manière très rapide vers une forme sévère, elle le fait parce qu'on a décrit le terme, il est tout à fait exaltant et super, on a décrit l'orage cytokinique.
Ça voudrait dire que cette inflammation excessive se traduit par une production d'une soupe de cytokines de toute nature, à propriété pro-inflammatoire, rivalisant les unes, cytokines bien sûr, avec les autres. Et cette phase d'orage cytokinique s'apparente au syndrome d'activation macrophagique. Cette phase-là, qui correspond aux formes sévères et critiques, éventuellement aux formes nécessitant une admission en unité de soins intensifs avec insuffisance rénale, atteinte cardiaque, atteinte pulmonaire sévère, etc. Certains sujets devant même être admis en dialyse pour maladie rénale aiguë qui peut totalement compromettre le pronostic. Ces trois phases montrent déjà aussi des orientations thérapeutiques qui expliquent la pullulation des papiers. Il en sort pratiquement toutes les semaines sur les effets bénéfiques de tel ou tel autre médicament dans le COVID-19. Nous avons parlé un petit peu de base physiopathologique, mais à côté de cela, des formes asymptomatiques qui justifient la prudence. Chers amis, aujourd'hui, nous puissions et tous les jours sensibiliser la population pour dire, le chef de l'État l'a si bien dit, avant nous tous, la fin de l'état d'urgence ne signifiait pas la fin du Covid chez nous. Regardez l'Europe qui a pensé que la vague allait se terminer avec l'été. Vous voyez la remontée actuelle avec un nombre bien sûr corrélé aux possibilités de réalisation des tests. Nous ne pouvons pas atteindre aujourd'hui les capacités de réalisation des tests qu'ils ont en Europe. Mais à côté de ces 80-85% de formes asymptomatiques, il y a des sujets qui font des formes symptomatiques. Et là, la difficulté vient du fait que tout ressemble un petit peu à un syndrome extrêmement difficile en regardant de différencier uniquement parce qu'on regarde un sujet au vide possible avec un sujet qui aurait la grippe ou même le paludisme. Parce qu'on a la fièvre, on a les douleurs musculaires diffuses, etc. On a la toux qui est souvent sèche mais qui peut être productive. Mais certains patients évoluent très rapidement vers les signes de dyspnée, donc la respiration difficile. Il faut que les professionnels de santé, en période d'épidémie ou d'endémie, pour tout sujet présentant ces symptômes, la fièvre, myalgie et tout, à preuve du contraire, le considérer comme étant suspect. C'est comme ça que l'on travaille en période d'épidémie, quitte à se tromper. Mais la réalisation des tests rapides de paludisme ou de la goutte épaisse doit être également de pratique évidente. Aujourd'hui, que voyons-nous? Là, nous parlons de ce que nous vivons sur le terrain en clinique. La plupart des patients Covid que nous avons reçus, la plupart de ceux qui arrivaient à un état déjà assez avancé, sévère, en désaturation d'oxygène, c'est souvent parce qu'il y avait d'abord une stigmatisation de l'individu lui-même et de la communauté. Un sujet atteint de Covid, c'était presque pire qu'un pestiféré, où on ne se sent pas bien, on n'a pas le courage de consulter le plus rapidement possible une formation médicale. Nous avons insisté et insistons toujours sur le fait que le personnel, le professionnel puisse, chez toute personne présentant notamment aujourd'hui une dyspnée inexpliquée, avoir tout au moins la possibilité de voir sa saturation en oxygène. Nous travaillons ici chez nous, à Kinshasa et au Congo, dans le fait de distribuer les compétences jusqu'au niveau de la zone de santé. Dans la zone de santé, dans la communauté, le saturomètre, qui est d'utilisation très facile, peut déjà nous permettre de sélectionner parmi les patients qui doivent aller en milieu hospitalier et qui peuvent être pris en charge à domicile. Vous voyez aisément que la plupart des sujets que nous recevons, et surtout hier en insistant là-dessus, nous disent toujours avoir pris déjà pendant 3 jours ou une semaine des antipallidiques sans amélioration.
C'est souvent ça la question que l'on nous pose. Mais entre-temps, les jours passent. Je pense qu'il plus tôt le diagnostic est posé, plus, beaucoup meilleur est le pronostic éventuellement du patient. C'est 85 formes légères, parce qu'il y a des formes cliniques bénignes ou légères, des formes cliniques modérées et des formes cliniques sévères ou critiques, la prise en charge n'étant pas tout à fait la même. Mais dans le transfert de compétences, même au niveau de la zone de santé, nous insistons beaucoup sur les critères qui permettent de classifier les sujets, mais surtout et également les critères qui permettent de dire le sujet peut être suivi à domicile ou à l'hôpital. C'est ce que nous avons établi comme étant notre score de gravité. S'agissant du traitement de la COVID-19, y a-t-il un médicament efficace? Lui tout seul, non. Vous remarquerez en guise d'exemple, l'exemple nous fournit, j'espère qu'il arrivera à accepter le verdict des urnes. Trump a fait la COVID-19 aux États-Unis. On ne nous a pas dit qu'il désaturait, qu'à un moment donné, il a eu besoin d'oxygène, vous l'avez vu, transporté à l'hôpital, et il a reçu la plupart des molécules qui sont encore, et d'ailleurs, en expérimentation. Je voudrais ici parler essentiellement des anticorps monoclonaux. Les anticorps monoclonaux sont dirigés contre les différentes cytokines pro-inflammatoires dont nous avons parlé. Souvenez-vous de l'orage cytokinique. Il a reçu ces anticorps monoclonaux en expérimentation encore. Il a certainement reçu des corticoïdes contre la phase inflammatoire. Il a reçu de l'oxygène, voire même, à mon humble avis, je n'étais pas là, pose en tout cas de l'oxygène haut débit, parce que nous n'avons pas appris qu'il est allé jusqu'à la ventilation non invasive par une CPAP ou BIPAP, etc. Il a certainement reçu aussi des anticoagulants. Souvenez-vous de la phase la prévention demeure la chose la moins onéreuse et la chose la plus efficace sur laquelle tout le monde scientifique se met au moins d'accord. Il y a un consensus sur le fait, les mesures barrières que nous avons énumérées, le fait de tousser dans son pli de coude, permettez-moi de tousser un petit peu d'ailleurs, peut nous permettre absolument d'éviter, lorsqu'on est souffrant soi-même, de contaminer les gens qui sont autour de nous. Évidemment, les traitements sont fondés encore sur de nombreux essais cliniques et utilisés à titre compassionnel. Je vais vous parler du disolvant, cette vieille molécule mucolytique utilisée quand on soigne la toux. Ce médicament qui a des effets inactivés, un récepteur qui permet au truc d'entrer. Et certains médicaments utilisés dans les maladies rhumatologiques, comme la goutte, la colchicine. Les études, il y en a quelques-unes, qui ont montré que l'exploitation des effets anti-inflammatoires de la colchicine, qui, elle, neutralise surtout la migration de neutrophiles et la libération de pièges extracellulaires neutrophiliques, la colchicine s'est avérée, dans certains essais, avoir tout de même des effets intéressants sur les formes légères, bénignes. Tout le monde s'accorde pour dire que la plupart des molécules sont efficaces, mais efficaces lorsqu'elles sont prises dans des conditions qui sont plutôt des conditions de précocité dans l'installation de symptômes. Ici, c'est pour dire, par exemple, je le montre, vous le voyez pour moi, parmi les médicaments qui pourraient être utilisés en phase hyperinflammatoire, la chloroquine, on sait de cette vieille molécule qu'elle a des propriétés immunomodulatrices. C'est cela qui justifie l'hydroxychloroquine en particulier, utilisée dans le monde depuis longtemps pour traiter certaines maladies auto-immunes, comme le lupus érythémateux disséminé, etc. On a décrit des propriétés antivirales pour cette molécule qui empêche déjà la glycosylation d'un récepteur principal ACE2. Lorsqu'il n'est pas glycosylé, parce qu'elle empêche la synthèse des acides hyaluroniques
tenue dans ce récepteur, la chloroquine, à ce moment-là, peut agir en bloquant la pénétration du virus. Mais la chloroquine a aussi un effet intéressant en empêchant la multiplication du virus sur la libération de petits virions parce qu'elle augmente le pH entre les phagocytes. Donc, le virus qui est rentré dans la cellule doit pouvoir joindre l'intérieur des lysosomes. Et la fusion avec les phagosomes, les phagolysosomes, permet la digestion et la multiplication. Mais pour que cette action se fasse, il faut que le pH soit bas. Mais la chloroquine a des propriétés d'élever le pH endosomal, donc au niveau de l'isosome. Et de cette manière, équilibrer la réplication du virus. Quelques études ont montré évidemment que l'utilisation dans des formes assez précocement, dans des formes légères, a réussi à améliorer l'état clinique des patients sans avoir démontré un effet évident sur la réduction de la mortalité. C'est la thèse défendue par Didier Raoult à Marseille et beaucoup d'autres chercheurs dans le monde. Nous avons, fort de ces connaissances sur les propriétés antivirales et immunomodulatrices, et les premiers rapports sortis déjà au mois de janvier, février, notamment de l'Institut IHU de Marseille, nous avons proposé dans notre pays un schéma associant hydroxychloroquine ou chloroquine avec azithromycine, l'azithromycine ayant aussi des propriétés immunomodulatrices connues. Mais vous connaissez tous l'épopée sortie dans le Lancet de Recovery qui a montré que c'était de la foutaise complètement. Et ce journal, le Lancet, qui est un journal prestigieux en médecine, a été obligé de retirer ces articles dès lors qu'on s'est aperçu qu'il y avait un lourd conflit. Je me répéterai en voulant vous dire que concernant les plusieurs essais thérapeutiques en cours et comment nous faisons de la prévention des maladies thrombotiques, comment également la phase de rage cytokinique peut être complémentaire. Les espoirs à l'heure actuelle résident surtout dans le développement de médicaments immunothérapeutiques. Les anticorps monoclonaux, s'ils arrivaient à être validés complètement, il y a plusieurs phases dans le développement d'un médicament, pourraient effectivement avoir un effet. Valider un médicament passe par démontrer son efficacité, innocuité sur la santé globale de l'individu. L'espoir est dans la vaccination, qui, elle, apporte une immunité importante au niveau d'une partie la plus large de la population. Mais nous savons également que s'agissant de l'immunité, on ne peut pas encore aujourd'hui accepter plusieurs candidats vaccins. Encore faudra-t-il en montrer tout à fait l'efficacité. Voilà, les antiviraux, il y en a, mais la plupart ont des effets secondaires. Vous m'en voudriez probablement si je n'évoquais pas le remdesivir, qui a d'ailleurs été à l'origine du plus grand scandale d'une firme pharmaceutique probablement impliquée dans le financement de laboratoires pharmaceutiques. Le remdesivir a été utilisé avec quand même des résultats assez probants dans le traitement de la maladie à virus Ebola, notamment à l'Est dans notre pays. Il a été en cela confronté, pas confronté, mais plutôt utilisé chez certains et chez d'autres pour utiliser le MAP14, qui est une molécule dont le pays peut être fier. Molécule développée à partir de chercheurs congolais, l'équipe du professeur Sabo, que coiffe le professeur Mouyembe, est à l'origine du développement de cette molécule, le MAP114. Eh bien, le remdesivir, il y a des études au début américaines essentiellement qui ont montré qu'il aurait une action antivirale solide. D'autres ont démontré finalement
qu'il n'était pas aussi efficace que ça. Retenons une chose, la controverse est importante. La question qui reste à poser est celle de se dire quelle est aujourd'hui la place des phytomédicaments. Souvenons-nous de l'épisode ou l'épopée de leur Covid Organics de Madagascar. On en a dit tellement de bien, et à un moment donné, c'est comme si ce médicament avait choisi, il n'y a pas que les hommes qui vont en retraite, avait choisi lui aussi de se mettre en retraite. On n'a pas plus de nouvelles là-dessus. Évidemment, il y a des choses qui sont encore actuelles, mais méfiez-vous des vendeurs des illusions. Nous apprenions vers le mois de janvier, février, que certains diseurs avaient trouvé des propriétés tout à fait particulières à l'urine matinale. D'entre nous auraient le courage de s'essayer dans ce type de médication. Voilà un petit peu, mes amis, globalement, ce que je voulais échanger avec vous quant aux généralités sur la COVID-19. Mais je voudrais simplement montrer quand même une petite illustration en regardant les images de chez nous. Ce que je vous montre là, nous sommes au 21 octobre 2020. Ce n'est pas très, très loin. Voilà le nombre de zones à Kinshasa qui sont touchées. Ça, vous avez une carte qui montre un petit peu l'étendue de la pathologie dans toutes nos provinces. Là, au 21, nous avions 21 provinces touchées. Il y en a certainement un petit peu plus à l'heure actuelle. Alors là, j'ai voulu quand même partager avec vous ce ont évolué en dents d'ici, même chez nous au Congo. J'ai ici une vieille diapositive, elle est du 25 juin. Vous verrez qu'au début de la section, nous avions 2 patients, mais nous avons eu au mois de mai, entre le mois de mai et le mois de fin juillet, une augmentation du nombre de décès, correspondant probablement aussi au pic de l'infection chez nous. Nous avions au départ une létalité très importante, de l'ordre de 11,2%. La tendance est aujourd'hui inversée. Nous sommes à 2,5-2,6% de taux de létalité. Pas pour dire que nous avons des miracles, mais c'est pour dire simplement que nous sommes mieux organisés et mieux structurés en rendant les zones de santé responsables, en mieux définissant les critères de fragilité des patients et en dotant nos structures de prise en charge des centres de traitement de COVID de moyens simples d'apport en oxygène. La gestion de l'hypoxie chez ces malades constitue certainement un phénomène important lorsque on s'y prend à temps. On sait aujourd'hui que la maladie peut développer beaucoup de thromboses. Nous plaçons déjà les anticoagulants en plus du traitement que nous donnons. Le fait d'avoir disponibilisé des extracteurs d'oxygène, même en périphérie, nous a rendu beaucoup de services bénéfiques. Nous l'avons remarqué dans nos services de prise en charge de patients dans nos différentes villes. Voilà ce que je disais tout à l'heure. À mars, nous avions excusez-moi, et là, c'est l'évolution de ces décès dans le temps. Jusqu'au 31 mars, 11,9, je vous disais, là, du 1er avril au 14 juillet, nous n'avions plus que 2,2% de décès éventuels. Voilà donc, mes amis, globalement. Et je voudrais quand même dire aussi, une des causes éventuellement de décès chez nous, c'est la référence tardive des patients. C'est dû à quoi? D'abord, la stigmatisation. La stigmatisation qui fait que malade Covid, la personne qui sent qu'elle n'est pas bien n'a pas le courage de consulter directement. On se retranche derrière le paludisme sans même penser à réaliser un test d'une goutte épaisse ou un test rapide paludisme. C'est seulement lorsque les difficultés respiratoires s'installent que, éventuellement,
le sujet pense à aller après avoir tout essayé à l'hôpital. En ce moment-là, on a parfois une désaturation en oxygène qui nécessite absolument un support par un apport en oxygène. Remarquez, par exemple, là, c'est une statistique assez ancienne aussi, excusez-moi, les patients qui arrivaient à l'hôpital meurent avant dans les 24 heures, 49%. C'est énorme. Et entre 24 et 20%, seulement 31% ont peut-être bénéficié d'une assistance en milieu hospitalier. Nous devons lutter contre cette référence tardive et la meilleure façon, c'est nous, personnels de santé, en nous impliquant dans la sensibilisation de la population. Je voudrais, chers amis, arrêter cette première intervention avec vous à ce stade en insistant sur le fait que soyons de véritables chantres, de véritables apôtres dans la sensibilisation des mesures barrières. La prévention ne dépend que de notre discipline et elle est, à l'heure actuelle, la seule mesure consensuelle admise et acceptée par tous. Il reste à remercier l'ONG Easy Way, qui, je pense, nous donnera l'occasion de mieux partager dans les jours à venir notre expérience congolaise en ce qui concerne notamment l'utilisation de l'hydroxychloroquine, mais aussi une analyse détaillée et actualisée des décès dans notre pays, ainsi que la situation actuelle. Moi, il ne me reste plus qu'à remercier tous les auditeurs pour la religiosité de leur attention. Je vous remercie. Nous remercions le professeur Jean-Marie Kaïmbé pour sa brillante présentation. Étant donné qu'on a eu à perdre beaucoup de temps avec les incidents techniques, nous n'allons pas résumer cet exposé qui a été complet et nous allons prendre ne fût-ce que quelques questions de la part des participants avant de suspendre cet exposé. Nous voyons, il y a des participants qui ont levé la main. Je crois que c'est Docteur Cynthia. Oui. Oui, vous avez une question? J'ai une question. Oui. Oui, est-ce que vous pensez que la communication sur la COVID-19 en RDC a-t-elle réussi? Ok, merci. Je peux répondre directement. Oui, oui, professeur, vous pouvez répondre. Oui, non, madame. Si nous avions vraiment réussi, on n'aurait pas encore des personnes qui, jusqu'aujourd'hui, ne croient même pas que la maladie existe réellement, qui, jusqu'aujourd'hui, ne croient pas dans le bien fondé de la distanciation et qui ne croient pas encore absolument que le port correct du masque est protecteur. La communication, à mon humble avis, mérite encore d'être boostée, mais elle appartient à nous tous. Parce que ce qui a sauvé la Chine aujourd'hui, ou qui est en train de la sauver réellement, c'est la discipline. La discipline, elle est aussi dans l'application des consignes qui sont habituellement transmises. Ok, merci, professeur. Nous prenons une deuxième question rapidement. Docteur Patient Guéreka. Oui, merci beaucoup. Nous remercions le professeur de ces brillants webinaires. Ma question est de savoir, est-ce qu'il est possible pour un patient d'être infecté plus d'une fois dans les temps? C'est-à-dire un patient qui est déjà déclaré guéri, après quelques mois, après quelques jours, il est encore infecté. Est-ce que c'est possible? Oui, je dois vous dire qu'il y a un très grand autour de l'immunité que confère cette maladie. Les connaissances mouvantes et qui restent là-dedans nous font savoir qu'aujourd'hui, un sujet qui a attrapé la maladie
développent quand même une réaction immunitaire humorale solide qui durerait, vous voyez bien que je parle conditionnel, plus ou moins 3 mois. À côté de ça, des papiers, il y en a un qui est cette semaine encore, qui montre qu'il y a tout de même une immunité cellulaire qui, elle, dure un petit peu plus longtemps. Même cette immunité cellulaire pourrait être croisée avec d'autres formes de coronavirus, notamment le SARS-1, etc., que l'on a connu antérieurement. Et la littérature, à ma connaissance, je ne l'ai pas faite toute, on connaît quand même des cas qui reviennent. Mais franchement, le pourcentage est de l'ordre de 0. La prudence. La prudence est, lorsqu'on a fait la maladie, que l'on ne se croit pas immunisé à 100%, en arguant pratiquement les mesures préventives, c'est surtout cela qu'il faut faire. Et reconnaissons l'humilité que nous devons tous adopter face à cette nouvelle maladie. On apprend les uns des autres et tous les jours. Je peux vous dire quelque chose aujourd'hui et être totalement contredit par l'évolution de connaissances dans le domaine. Donc, c'est possible, mais jusqu'à présent, la littérature rapporte très peu de cas, vraiment très peu de rechute ou simplement d'une nouvelle infection par. Comme on pense tout de même que ce virus peut muter assez facilement, on peut s'imaginer qu'avec une forme mutée, qu'un sujet qui a fait une première infection avec un virus A puisse faire éventuellement la maladie avec un virus B. Cela est concevable, en tout cas. OK, merci, professeur. On va prendre la question suivante. Docteur Alain Chimwanga. Allô, docteur, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Merci pour la parole. Je remercie l'ONG pour l'initiative et particulièrement le professeur pour son exposé. Je m'en vais poser mes 2 petites questions. La première question, professeur, c'est par rapport à la deuxième vague de coronavirus qui est en train de sévir maintenant dans certains pays, notamment les pays d'Europe. Et nous savons très bien que le trafic entre certains de ces pays et la RDC est très intense. Et d'autre part, nous constatons que dans notre pays, on a presque oublié les mesures de protection, pas de port de masque, pas de distanciation quand on va dans le marché, dans les transports publics. Donc, on ne respecte presque plus les mesures. Est-ce qu'il y a lieu de craindre aussi une deuxième vague de la maladie dans notre pays? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est en rapport avec la sévérité de ces virus. Ces virus, tout le monde le sait, tout le monde sait les constater déjà, semblent frapper plus sévèrement les Blancs que les Noirs ou que les Africains. Bon, est-ce qu'il y a-t-il de raisons spécifiques, scientifiquement prouvées, qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que ces virus frappent plus les Occidentaux que les Africains? Merci pour la parole. Oui, il faut que ne s'attendait pas à avoir une seconde vague compte tenu du comportement des gens. Si nous continuons de vivre en relâchant totalement les mesures barrières, nous pouvons redouter. Vous avez le devoir de jouer à ce sapeur-pompier extincteur qui va apporter absolument et de manière permanente la bonne nouvelle auprès des citoyens pour acquérir absolument un changement de mentalité et un changement de comportement. Aujourd'hui, un dépassement. Bien sûr, nous n'avons pas la même capacité de tester. Réaliser 5000 tests en un jour, une certaine cauchemar, absolument, en ce qui nous concerne. Mais faisons avec ce que nous avons en renforçant absolument les cas, en renforçant absolument les mesures de prévention qui est le défense de notre discipline. Le blanc serait-il plus susceptible que le noir? J'ai discuté avec un ami congolais vivant en Belgique qui est ici. Il me dit, je connais le bilan en Belgique, c'est Liège.
plupart des décès que l'on a eu, c'est quand même dans la communauté des Noirs. Et quand vous allez aux États-Unis, c'est essentiellement les communautés afro-américaines, un petit peu plus favorisées, etc. J'accepterais plutôt des conditions de promiscuité. Parce que ce virus, il y a bien sûr la part du virus, mais il y a la part de l'environnement. L'environnement qui favorise le non-respect des mesures barrières va certainement défavoriser davantage les populations les plus démunies et qui deviennent, en ce sens, des populations à plus grand risque. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que les études ont montré qu'il y avait, vous savez, aujourd'hui, la génétique, elle envahit tout. Il y a le conditionnel avec lequel je parle, plus important dans la race blanche que dans la race noire. Or, ce gène serait un gène de plus grande susceptibilité. Encore une fois, humilité, appelant de ce que l'évolution dans le domaine pourra nous apporter. D'accord, merci professeur. On va prendre peut-être 2 ou 3 derniers intervenants. Nous avons le docteur Elvis Izuba. Oui, docteur, vous nous entendez? Oui. Ma question était de... Oui. Merci pour la parole. Ma question était de savoir, est-ce qu'il y a une corrélation du point de vue épidémiologique entre les populations où les enfants reçoivent les BCG à la naissance et l'occidental? Parce qu'il y a un revue qui a montré que là où les populations reçoivent les BCG, il y a une diminution de contamination par rapport aux populations qui ne reçoivent pas. Maintenant, je voudrais savoir si le professeur peut nous éclaircir à propos de cette nuance-là. Ok, merci. Oui, chers confrères. Je dois vous dire que j'ai aussi eu accès à des papiers, pas beaucoup, qui ont évoqué, là je parle surtout du mois de janvier-février, l'effet protecteur éventuellement du BCG. Mais lorsque vous êtes dans le BCG, vous voyez que nous sommes déjà dans le domaine de l'immunothérapie. Or, reconnaissons devant les maladies infectieuses, nous l'avons dit d'entrée de jeu, l'immunité de l'individu joue un rôle. Mais cet effet protecteur du BCG mérite bien sûr d'être conforté par des études. La médecine veut des choses qui soient fondées sur des preuves évidentes. C'est qu'on a dit, par exemple, les régions où l'on a utilisé souvent des antipaludiques, notamment les dérivés de l'artémisinine, etc., seraient toujours au conditionnel, mieux préparés que les autres. Vous comprendrez que faute d'études randomisées qui sont, elles, capables, en comparant un avec le produit, un avec le placebo, mais il y a même des questions d'éthique à la base. Je ne peux pas, avec une certitude absolue, confirmer ce que certainement ils ont soutenu à l'heure actuelle, au risque que ma parole soit rétractée et que je me retrouve au tribunal pénal international pour vous avoir apporté une réponse pas tout à fait confirmée. Voilà. Merci, professeur. Il y a docteur Nestor Kalala. Docteur Nestor, vous nous entendez? Docteur Nestor, visiblement, nous revenons, là je vois. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend maintenant. Si vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît. Merci, docteur. Merci, professeur, du brillant exposé. Bon, si je vais revenir avec une question, bon, ça reste dans la même veine avec mes prédécesseurs. C'est qu'on a prédit, avec notre système de santé dans nos pays du tiers-monde, on croyait peut-être à la catastrophe. C'est-à-dire avec ce système qui est très fragilisé par rapport au système européen. Je vois la France, je vois les pays européens et notre système de santé qui est vraiment fragile.
Mais paradoxalement, quand on constate les chiffres dans notre pays et dans d'autres pays, nous trouvons que chez nous, quand même, on essaie de maîtriser la pandémie. Est-ce lié à notre immunité? Quelles sont les hypothèses évoquées jusqu'à aujourd'hui? Parce que le professeur tient vraiment à des études randomisées qui ne sont pas encore réalisées. Mais en termes d'hypothèses, qu'est-ce qui serait même à la base de cette différence en termes de chiffres entre le système sanitaire qui est fragile, qui est mal structuré, comparativement au système sanitaire qui est bien structuré en Europe ou en Occident? Je voulais un peu avoir en termes d'hypothèses, qu'est-ce qui peut être évoqué pour cette différence? Merci, docteur. Oui, docteur Kalala, j'apprécie également votre prudence en utilisant le mot hypothèse. Parmi celles-ci, regardons l'hypothèse d'ordre organisationnel. Nos pays, avec des systèmes sanitaires plus faibles, sont, quoi qu'il en soit, quand même, mieux outillés dans la gestion des épidémies. Et nous sommes à notre 12e épidémie de maladie à virus Ebola. Ça nous donne une certaine expertise dans la gestion des situations de catastrophes, etc. Notre système organisé en zone de santé et le fait de transférer les compétences au niveau de zones de santé, des divisions provinciales, c'est déjà une organisation qui, de manière verticale, nous permet de faire passer les compétences et l'information du niveau central vers la périphérie. Ceci nous a certainement fait gagner un peu de temps, des discussions avec un haut conseil scientifique qui déjà va dans un sens et pas contre les autres, donc l'organisation. Et on ne le dit pas assez. Déjà au mois de décembre, quand l'histoire commence en Chine, l'Organisation mondiale de la santé a permis à notre pays, le professeur Muyembe, a envoyé à l'époque déjà des gens du laboratoire de biologie moléculaire de l'INRB, une équipe qui est allée à l'Institut Pasteur de Dakar apprendre à diagnostiquer, parce que ce n'est pas toujours la même chose, le SARS-CoV-2. Nous nous sommes mis en ordre utile pour pouvoir le faire. Maintenant, sans l'avoir prouvé, on peut s'imaginer l'hypothèse quand même de l'immunité croisée. Nous vivons généralement avec des conditions d'hygiène essentielles par rapport à nos amis des pays développés. Cela peut nous permettre d'avoir développé, c'est possible, une certaine immunité. On en parle de plus en plus avec ce qui se passe dans notre pays. Je suis, et je m'arrêterai là, parmi ceux qui pensent aussi au phénomène environnemental et même au phénomène climatique. Nous ne savons pas encore très bien ce qu'il y a, mais nous vivons généralement un petit peu plus que nos amis en Europe à l'extérieur. Or, on sait que l'humidité facilite la propagation de ce virus et le fait de vivre en milieu cloîtré. En hiver, je ne sais pas qui se plaît à être dehors et humer l'air froid et être agressé par le froid. Chez nous, on vit quasi tout le temps avec la chaleur dans nos pipoques, etc., à l'extérieur. Tout ce mode de vie, de comportement pourrait, à mon avis, nous permettre de... Mais je pense, même quand on dit qu'il faut des évidences, nous avons une étude est entreprise chez nous, une étude sérologique, simplement, pour voir le niveau des gens qui auraient développé éventuellement, surtout dans les zones périurbaines, des anticorps IgG dirigés contre le SARS-CoV-2. Ça pourrait être une façon indirecte d'apporter une réponse à ce type de crise. Ok, merci, professeur. Nous prenons docteur Emmanuel Mukendi. Allô, docteur Emmanuel, vous nous entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Merci pour la parole. Merci, cher professeur, pour la présentation. Le virus est parti de la Chine pour causer beaucoup plus de dégâts en termes de décès dans les autres pays. Ma question a deux volets. Le premier volet, c'est savoir qu'est-ce que la Chine a pu faire que les autres pays n'ont pas fait pour maîtriser la situation. Et le deuxième volet, quelle serait la réaction du professeur à ceux qui prétendent qu'il s'agirait d'une arme biologique de la Chine contre les États-Unis d'Amérique? Merci.
Oui, merci, docteur. La première, pour la Chine, je réponds avec sans embâche. À mon avis, c'est la discipline du peuple chinois. Regardez, ils sont frappés en décembre. En moins de 10 jours, ils montent un hôpital et on a pu confiner Yuan, toute une province, etc., sans attendre des considérations des défenseurs des droits de l'homme qui voient un aspect, l'aspect économique et pas forcément l'aspect santé publique. La discipline, à mon avis, a sauvé la Chine. Et est en train de la sauver parce qu'on n'y assiste pas de manière exponentielle à une croissance des cas. Maintenant, s'agit-il d'une arme biologique? Je vous dis, un domaine dans lequel je ne me sens pas vraiment à l'aise, c'est celui de la science-fiction. Je pense que nous devrions laisser aux faiseurs ou à ceux qui aiment la science-fiction de tenter de nous répondre à cette question pour laquelle je me sens totalement incompétent. Okay. Nous prenons Dr Mbouyi. Dr Mbouyi, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends. Merci beaucoup de la parole, professeur. Et aussi, je remercie le professeur Kayembe pour son brillant exposé. Et puis, j'en profite aussi pour féliciter l'équipe de Riposte pour les performances réalisées dans la lutte contre cette épidémie. Alors, en suivant le professeur dans son intervention, il a fait attendre que, comme le traitement sont jusqu'à maintenant expérimental, et l'unique espoir pour le moment repose sur les vaccins. Alors, j'aimerais un peu savoir que le professeur nous dise, selon les informations en sa possession, quelles sont les avancées au jour d'aujourd'hui en ce qui concerne l'élaboration d'un vaccin contre COVID-19. C'est un peu ça ma question. Oui, docteur Mbouyi, permets-moi de revenir à toi pour dire que je me sens totalement perdu dans la guerre des firmes pharmaceutiques et des pays actuellement en ce qui concerne le vaccin. Comme moi, tu as dû apprendre à un certain moment que l'URSS aurait déjà mis un vaccin sur le marché, etc. Le lendemain, c'était la Chine qui parlait d'en avoir deux. Il y a aujourd'hui un conflit d'intérêts tellement important que perdu là-dedans, je me dis, wait and see. Nous verrons de quel côté viendra la vérité. Et je voudrais citer un célèbre musicien congolais, je parle de Julien Piana, qui dit « La vérité ne viendra ni de l'Orient ni de l'Occident, mais la vérité viendra d'où elle vient. » Vous voyez, les musiciens peuvent parfois nous inspirer dans ce domaine scientifique où parfois nous paraissons tout simplement perdus. D'accord, merci professeur. Voyant qu'il n'y a plus de nouveaux participants qui demandent la parole. Merci beaucoup. Nous allons devoir clore, peut-être suspendre cette discussion. S'il y a des nouvelles questions de la part des participants, ils pourront toutefois envoyer ça sur les comptes de l'ONG Easyway et pouvoir attendre des réponses en retour par après. Donc, nous remercions vivement tous ceux qui ont pris part à ce webinaire, un webinaire au cours duquel le professeur Jean-Marie Kayembe a parlé en long et en large sur la COVID-19. Il a d'abord commencé par rappeler les généralités sur cette maladie en touchant aux bases physiopathologiques des maladies infectieuses en général, puis en se focalisant sur celle de la COVID-19. Il a rappelé que cette maladie évoluait en phases. Il y avait une phase hyper-inflammatoire, il y avait une phase prothrombotique et enfin, il y avait une phase d'orage cytokinique. Il a aussi évoqué la clinique de cette maladie en rappelant que la plus grande partie des patients, des personnes infectées, étaient asymptomatiques, plus de 85%. Il y avait certes des problèmes qui se posaient, des délais diagnostiques, mais les laboratoires restaient importants, avec notamment le recours à la PCR en temps réel et l'imagerie. Dans les traitements, il a rappelé l'importance du traitement préventif, notamment le recours aux mesures barrières, à savoir l'utilisation du masque, le lavage fréquent de mains, les mesures de distanciation physique,
Il y a aussi des traitements, bien sûr, curatifs qui sont en cours d'évaluation, au cours des essais cliniques qu'il a évoqués, qu'il a cités ici. Et il a également abordé toutes ces controverses qui entourent les traitements qui sont proposés par-ci, par-là actuellement. Et pour finir, il a évoqué la situation épidémiologique en République démocratique du Congo en montrant l'évolution sur terrain telle que ça s'est passé depuis plusieurs mois. On est notamment passé d'un taux de létalité qui avoisinait les 13% et aujourd'hui on est autour de 2%, ce qui indique, n'est-ce pas, qu'il y a eu quand même des performances appréciables auprès de nos structures de prise en charge. Mais certes, il a évoqué qu'il y avait des problèmes des références. Les gens tardaient à envoyer les malades. Il a touché au problème des stigmatisations auxquelles font face les malades. Et pour finir, il a évoqué une phrase que nous devrions tous retenir aujourd'hui, à savoir, nous devons tous être des véritables chantres et apôtres de la sensibilisation pour parler de cette maladie tout autour de nous, en insistant sur les mesures barrières, les mesures de distanciation physique, qui sont les seules mesures qui sont acceptées de tous, qui sont consensuelles à ce jour. Merci. Professeur, nous vous remercions. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être à placer avant que nous puissions clore complètement? Après votre brillant résumé de toute la journée, je n'ai surtout pas envie de vous voler la vedette qui vous revient à vous les organisateurs. Mais ensemble, nous pourrons absolument mieux contrôler le COVID-19. Merci, professeur. Et merci à tous les participants. À la prochaine.